Vendredi 20 janvier 2017, jour spécial pour les Américains, c'est aujourd'hui que le nouveau président Donald Trump sera investi chef d'État. Ce matin, nous retrouvons encore sur le plateau de LCF pour l'émission Talk Talk. Nous sommes sur ce plateau avec Élie Messan, il est directeur de l'information de l'agence Laverte.info. Bonjour. Bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs, aux internautes et bon vendredi à tous. C'est vendredi, donc notre ami Jacques Dacouti, il est là, relax, très relax. Bonjour Jacques Dacouti. Bonjour Junior, bonjour à nos téléspectateurs et auditeurs auditrices. Et je voudrais également profiter de l'occasion pour souhaiter mes vœux les meilleurs à ces auditeurs, à ces téléspectateurs et à toute la population togolaise. Que l'année 2017 soit pour chacun et chacune d'entre nous une année d'ouverture et une année également qui pourra apporter à chacune d'entre nous le bonheur. Le bonheur, vivement le bonheur. Dans la seconde partie, nous serons rejoints sur ce plateau par Eric Ekpade, il est cadre du parti UNIR, Union pour la République. Avant toute chose, mesdames et messieurs, voici la une des journaux. La une des journaux de ce vendredi 20 janvier 2017, nous commençons par le journal Togo Réveil de Germain Pouli. Le journal titre à sa une: deuxième conseil des ministres de l'année, un conseil pas comme les autres. Luttons des actes contre la corruption et vers la décentralisation. Faure Gnassingbé exige l'audit général des structures de gestion des ressources financières de tout département ministériel, la création, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de suivi de la décentralisation CNSD et des poursuites judiciaires contre un responsable de la direction régionale de l'éducation Golfe et Lomé commune. Les à côté du sommet Afrique, France à Bamako, Faure Gnassingbé recadre un petit journaliste français. Je ne vois pas le rapport. Dans les causes également ce matin, le quotidien privé Liberté de Médard à MTP, le journal titre à sa une: règne sans fin de la famille Gnassingbé au Togo, fort enquiquiné par un journaliste français au sommet France-Afrique. Président, pas très grand fan de la démocratie, glose le confrère. Caisse de retraite du Togo, qu'attend Sani Yaya pour proposer un autre DG à la place de Yao Diapena, admis à la retraite. CAP 2015 demande au gouvernement de résoudre l'urgence la crise scolaire. Le canard indépendant d'Augustin Abégan est avec nous ce matin à la une. CAN Gabon 2017, match Togo vs Maroc, l'heure de la confirmation. Crise dans le secteur de l'éducation, à quand la fin des tensions? Jean-Pierre Fabre demande audience, Faure va-t-il encore accepter? Le magazine Maranatha d'Afolabi est avec nous ce matin. La nécessité de rendre grâce à Dieu, Église, c'est l'heure du réveil. Donald Trump, bon ou mauvais choix? Vérité sur l'élection de Donald Trump. Comment discerner les faux serviteurs et leur ministère? L'alternative de Ferdinand Messan a été dans les cœurs ce matin. Nouveau programme Togo FMI vers la lucidité dans les dépenses publiques. Réforme et effort constant attendu du Togo. MCC, le Togo recalé au compact. Docteur Fernand Missohun, cancérologue togolais exerçant au Gabon. Nous avons voulu installer un service de cancérologie au Togo, mais le projet n'est pas allé jusqu'au bout. Pouvoir sans fin, Yaya Jammeh sous pression, Faure Gnassingbé tourné en dérision sur les médias internationaux. Le changement d'amour à Mouzouvi. Les trois messages clés de Maître Abouiboua réélu à la tête du CAR rappellent à l'indignation populaire, non au populisme haineux. Lorsque le fer résiste à une forme qu'on veut lui imprimer, il ne peut céder sans passer par l'épreuve des braises. Mais encore faut-il que le marteau entre en contact avec le fer rougi avant qu'il ne se refroidisse. Togo matin de Dieudonné Korolakina. FMI Togo, un nouveau prêt de 137 milliards de francs CFA. Dossier football esbervé d'hier à aujourd'hui. La nouvelle tribune de l'homme Atisogbe. Chassé ailleurs, accueilli au Togo. Antazer, des preuves irréfutables de l'échec. Confidentiel, Aboudou Assouma et la Poste, une affaire de 25 000 francs CFA. Et enfin avec nous ce matin, chronique de la semaine de Dominique Aliziou. Vœu du corps diplomatique au chef de l'État, Faure Gnassingbé décide à poursuivre les actions en faveur de la paix et de la cohésion. Lettre de Jean-Pierre Fabre à Faure Gnassingbé, je vous demande de rapporter la mise en place de cette commission nationale de réflexion sur la réforme institutionnelle et constitutionnelle. Décidément, Jean-Pierre Fabre veut-il vraiment les réformes? Eh bien, c'est tout pour nous ce matin. Retour en studio, le jingle annonçant la première partie de l'émission.
Retour sur ce plateau avec nos confrères Elie Messon de l'agence Alaverte.info et Jacques Gakouti. Nous allons commencer par l'éducation, c'est l'actualité. Cette semaine, le Premier ministre a regroupé les acteurs de l'éducation. Il a lancé officiellement un groupe de réflexion, un groupe de travail plutôt pour donc plancher sur les problèmes de l'éducation au Togo. Jacques Gakouti, on l'a suivi. On sait que depuis la rentrée, le système éducatif togolais traverse une crise avec les grèves perlées des enseignants. Et à l'heure où je vous parle, même nous sommes encore en grève, enfin les enseignants sont en grève ce vendredi, ils ont démarré une nouvelle grève mercredi, et c'est dans la foulée que le Premier ministre donc, a lancé officiellement les activités, le travail du groupe de, bon, les actions du groupe de travail, c'est ça, sur l'éducation nationale, vous l'avez suivi? Oui, je crois qu'il faut féliciter le gouvernement et surtout le Premier ministre pour l'initiative. Vous savez, l'éducation au Togo souffre, et il était important qu'à un moment donné, les acteurs puissent se retrouver. Je crois qu'avec ce que le Premier ministre a fait la fois passée en invitant les acteurs de l'éducation et ensemble avec le gouvernement pour rechercher les pistes de solutions par rapport à la carence et à la souffrance de l'éducation au niveau de notre pays est une très bonne chose. Laisse maintenant savoir quels sont les acteurs qui seront invités. Parce que nous avons vu, après que le Premier ministre ait donné le ton pour qu'on puisse rassembler ces acteurs, il y a encore des voix qui ont commencé par se lever pour dire que avec ce qui va se passer, ils n'ont pas l'impression d'être également invités dans cette discussion. Mais je crois que c'est une phase, je crois que la phase des négociations va s'amorcer et il est important que le Premier ministre tienne compte de ces voix qui ont commencé déjà par se lever. L'éducation au Togo a trop souffert. Et l'initiative du Premier ministre est à saluer, et ce que les ministres, bientôt, ces discussions qui vont s'amorcer, il est important que chaque acteur se dise, à un moment donné, il faut qu'on s'arrête, et qu'on trouve des pistes de solutions pour sauver l'éducation togolaise. Vous avez bien fait de dire qu'au cours de cette semaine, il y a encore eu une grève. Une grève a été lancée depuis le mercredi, oui. Et cette grève va prendre encore, je crois, fin aujourd'hui. Oui. Donc je crois qu'à un moment donné, c'est vrai que quand vous parcourez un peu l'histoire de l'éducation, pas seulement au Togo, un peu partout, la Côte d'Ivoire également est en train de souffrir avec le problème des fonctionnaires. Ouais. Les écoles également sont fermées en Côte d'Ivoire. Au Tchad. Partout, au Tchad, la rentrée n'a pas repris. Au Gabon aussi. Mais je crois que si notre gouvernement, et en tête le Premier ministre, a pris l'initiative aujourd'hui de pouvoir convoquer ces acteurs à une assise, il est important que les acteurs là acceptent de venir et qu'on trouve des pistes de solutions pour sauver l'éducation togolaise. Nos enfants ont trop souffert, nos enfants continuent toujours pas à souffrir, et vous voyez que de jour en jour, notre éducation part en lambeaux. Quand vous voyez le niveau des élèves aujourd'hui dans notre pays, vous voyez que vraiment le niveau est très bas. Donc c'est parce qu'il n'y a pas souvent le temps pour rester à l'école, rester dans les salles de classe, pour que les enseignants puissent dispenser les cours. Je crois qu'une fois encore, c'est une très bonne chose. Et moi, mon vœu, une fois encore, c'est que tous les acteurs soient représentés. Ceux qui ont lancé encore la grève au cours de cette semaine, que ces acteurs également se retrouvent au cours de ces assises-là et qu'on puisse vraiment, une fois de bon, trouver une solution à l'éducation togolaise. Et les médecins, vous suivez donc l'actualité, vous avez donc suivi le Premier ministre qui a installé cette semaine donc le groupe de travail sur le secteur de l'éducation. Ce groupe va se retrouver le 24 janvier, bien entendu. Le 25 janvier, c'est ça, pour commencer ses activités. Et je rappelle que ce groupe est composé des centrales syndicats, des fédérations, ces gens donc au cadre permanent de concertation, des enseignants confessionnels privés de la Coalition nationale pour l'éducation, ainsi que les partenaires internationaux comme l'UNICEF et bien sûr aussi les parents d'élèves. Oui, donc c'est à ce titre que j'apprécie la chute de mon frère tout à l'heure, le confrère tout à l'heure, Jacques Gakouti, quand il disait qu'il faut que ce cadre soit suffisamment inclusif. C'est pourquoi il lui fallut quand même associer l'U7, qui aujourd'hui est... La C7. La C7, pardon. C'est la coordination. Effectivement, qui est aujourd'hui également, qui a lancé le mot d'ordre de grève encore. Je pense que ce cas de travail doit être un creusé qui prenne en compte, en tout cas, toutes les velléités. Et la difficulté pour le gouvernement, pour un certain moment, je le comprends parce que à chaque fois qu'on définit un cas de réflexion, il y a encore des revendications portées par un groupe ou un syndicat.
ce qui pose la problématique des syndicats qui doivent se regrouper en fédération de plus en plus pour éviter que des revendications éparses ne viennent saper les efforts qui sont en cours. Toutefois, il est important de rappeler que l'éducation est le parent pauvre. Dans notre pays, ces dernières années, des efforts ont été consentis, ça on est reconnaissant, mais il faut davantage régler le problème de l'éducation une fois pour toutes. Il a été annoncé des états généraux de l'éducation et à ce jour, c'est resté dans les tiroirs. Je crois qu'il faut rapidement aller aux états généraux de l'éducation, ce qui va permettre, ce qui va être un cadre qui va pouvoir identifier les problèmes et proposer la thérapie idoine aux problèmes au niveau de l'éducation. Alors les enseignants, bien sûr, qui sont en grève actuellement, sont pour ce groupe de travail, mais ils disent en attendant que les activités commencent de ce côté, il faut que les problèmes soient réglés parce que leurs réclamations, notamment les primes et tout ce qu'ils réclament, au moins le gouvernement peut essayer de régler leurs préoccupations avant de vouloir faire un travail sur de long terme, parce que ce groupe de travail-là va avancer sur de long terme, pas ici maintenant. Bon, vous savez, je suis d'accord sur ce que vous dites, mais il faut que les enseignants comprennent. C'est-à-dire que, vous savez, on ne peut pas régler les problèmes pas qu'à pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement veut régler le problème là une fois pour de bon. C'est pourquoi ce cadre-là a été créé. Je crois que c'est un moment très propice pour le syndicat et surtout de demander à ce que ce syndicat soit également représenté au sein de ce cadre-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je parlais un peu des pays qui sont en train de vivre les mêmes problèmes qu'au niveau de l'éducation, vous savez, jusqu'à présent, le Tchad, ça n'a pas repris. Les enfants sont toujours à la maison. Au Gabon, c'est deux jours sur 5 que les enfants vont à l'école. Vous voyez, et puis aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est bloqué. Les enfants ne vont pas à l'école. Ce ne sont pas les bons exemples. Maintenant, vous comprenez pourquoi le gouvernement refuse de régler ou bien de discuter réellement avec les syndicats qui sont en grève, de poser les problèmes, de trouver une fois pour de bonnes solutions. Parce que ça dure. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je crois que ce cadre-là, c'est un bon cadre où les problèmes seront débattus une fois pour de bon. Le confrère parlait tout à l'heure des assises. On avait parlé de ces assises au niveau de l'éducation. C'est vrai que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces assises n'ont pas été programmées. Mais tout compte fait, ce cadre-là, c'est également un bon cadre. Je crois que n'ayant pas organisé les assises, je crois qu'ils ont dû vouloir passer par ce cadre-là pour pouvoir régler le problème. Mais les syndicats qui sont en grève ne sont pas représentés, c'est ça le problème. Oui, c'est ce que j'ai dit. Comme on n'a pas encore ouvert les discussions, vous avez bien fait de préciser tout à l'heure que les discussions vont s'ouvrir le 25. Moi, j'ose croire que d'ici le 25, les autres également syndicats seront invités. Parce que quoi qu'on dise, si on ouvre encore ce dialogue, et on n'essaie pas d'inclure encore ce syndicat, les choses encore vont se répéter. Moi, mon souhait est que, j'ai suivi un peu le discours du Premier ministre par rapport à l'installation de ce cadre-là, il a dit que ce cadre-là sera inclusif par rapport à d'autres syndicats. Moi, je voulais le prendre au mot. Il est important qu'il puisse inclure également ce syndicat-là. C'est bien d'avoir associé les parents d'élèves, d'associer également les écoles confessionnelles au niveau de cette discussion. J'ose croire qu'à partir de ce cadre-là, les grèves auxquelles nous assistons un peu partout, ces grèves-là vont cesser et ils trouveront une fois pour de bon les solutions aux problèmes des enseignants. C'est vrai qu'aujourd'hui, le gouvernement a des difficultés pour régler certains problèmes. Mais je crois qu'au niveau de ce cadre-là, les problèmes seront posés. Comment régler les problèmes, ne serait-ce que peut-être à court et à long terme. C'est une discussion. Si ils ne s'asseyent pas, ils ne pourront pas trouver des solutions. Donc, ils n'ont qu'à essayer de régler les problèmes cas par cas, voir quels problèmes ils peuvent résoudre à moyen terme et à long terme. Je crois que c'est comme ça. Je voudrais faire une précision très rapidement pour dire que la démarche est viciée. Si ce cadre aura été suffisamment inclusif, qu'on aurait invité aujourd'hui les acteurs de la grève
les promoteurs de la grève actuelle. Et donc malheureusement, du moment où cette démarche est viciée et manque de sens social, de compromis social, et il y a des exclusions, je pense que à la fin, les résultats ne seront pas des résultats légitimes et acceptés de tous. Et ça va être un perpétuel recommencement. Donc de la nécessité également pour l'État, à ce jour, d'ouvrir en tout cas ce cadre d'ici la date du 25 à tout. En tout cas, à tout. Tu vois, c'est la coordination. À la coordination. Oui, la C7. Hein, la C7 aujourd'hui est en train de montrer que ils ne sont pas en train de discuter avec les bonnes personnes et qu'ils sont hors de propos à cet effet. Donc, il faut élargir le cadre à la coordination. On l'espère. Moi, je crois que, rapidement, oui, que d'ici le 25 janvier, j'ose croire que ce syndicat-là sera également inclus dans cette discussion. C'est mercredi prochain, Ouais, donc on attend. J'ose croire On attend. Le Premier ministre, le discours qu'il a eu à prononcer, je ne pense pas qu'il puisse mettre de côté ce Ok, syndicat. bon, on l'espère vivement, on l'espère en direction Gambie. Gambie, où donc tous les regards sont donc tournés vers ce pays depuis plusieurs jours déjà. Depuis le 9 décembre, où il y a jamais qui avait reconnu sa défaite le 2 décembre, a fait volte face. Et depuis, on en parle, on va encore en parler ce matin, parce que les forces armées de la CEDEAO, composées de contingents de 5 pays, à savoir le Nigeria, le Sénégal, le Ghana, le Togo et le Mali, donc ont décidé de déloger Yaya Jammeh, qui refuse de céder la place au président Barrow, qui lui a prêté serment hier dans l'ambassade gambienne à Dakar. Mais les troupes sont rentrées sur le territoire gambien, mais en temps, il s'est fait que l'ami de Jammeh, Alpha Condé, a demandé une ultime médiation. À l'heure où nous parlons, il est donc avec son ami. On demande à Condé, en quittant Banjul, de prendre son ami Jammeh dans son avion. Sinon, à partir de midi, les armes vont tourner là-bas à Banjul. Je crois que Yaya Jammeh, je crois que j'ai la parole, Yaya Jammeh ne laisse pas le choix à la communauté internationale de lui proposer une solution facile. Il s'est mis dans des pétrins, il s'est mis en situation difficile. Et il a montré aux yeux du monde qu'il n'est pas un homme d'État. Il n'a pas de hauteur pour diriger un pays. Pour avoir reconnu une défaite et se raviser par la suite, cela frise le ridicule, cela frise de la malgouvernance et le sens des insuffisances ou d'incompétence au niveau du sommet de l'État. Yaya Jammeh n'a pas le choix. Et je crois que jusqu'à midi, le temps est compté pour Yaya Jammeh. Il faut que d'ici 13 h, nous ayons une idée claire de ce qui se passe en Gambie. Nous avons une bonne nouvelle. Et que la fumée blanche. La fumée blanche. Non, il faut que Yaya Jammeh quitte la scène. C'est important, quoi. La Gambie a mieux à faire que de rester dans cette série-là qui n'a que trop duré. Et Yaya Jammeh, c'est quelqu'un qui a été abandonné et qui a su, qui a des regrets, qui a énormément de regrets, mais c'est quelqu'un au même moment que je respecte à un moment donné pour avoir quand même fait un certain nombre de choses en matière d'éducation. Il a fait de la Gambie un pays touristique. Touristique. La Gambie, le trafic maritime, au niveau, parce que c'est une frontière de 80 km de frontière maritime, ce qui fait que le trafic est important. Donc c'est un pays qui est porteur, qui a énormément de créneaux, qui a des perspectives. Et je pense qu'il n'est pas né président, Yaya Jammeh, que je sache. Et donc, il est important que Yaya Jammeh puisse s'effacer sur la scène. Et il n'a même pas le choix. D'ici 13 h, nous allons avoir une idée de ce que c'est pour que dans les jours qui viennent, Adama Barrow puisse exercer le pouvoir. Jammeh. Non, je crois que vous savez. Comment sauver le soldat Jammeh? Vous savez, ce qui se passe actuellement en Gambie, c'est l'immaturité des hommes politiques en Gambie. Ben, vous connaissez quelqu'un, ceux qui sont en Gambie maîtrisent bien Yaya Jammeh. Si nous sommes aujourd'hui dans cette situation, il faut reconnaître que le président de la Commission nationale électorale a commis une erreur. Mais écoutez, vous avez proclamé des résultats entre-temps. Vous avez dit que c'est Barrow qui a gagné. Avec 60 000 voix de voilà. L'autre a reconnu sa défaite. Vous vous retrouvez encore, vous dites que non, que l'écart de voix qui séparait... Il y a eu des erreurs. Oui, mais écoutez, Yaya Jammeh que vous avez en face, ce n'est pas quelqu'un de simple. Yaya Jammeh qui est en face de vous, ce n'est pas quelqu'un de simple. Quelqu'un aujourd'hui, à 10 h, il vous dit quelque chose, à 11 h encore, il change. Du moment où vous avez ouvert cette fenêtre, il a profité. Non, mais c'est la clarté. Oui, mais la commission électorale voulait être transparente. Mais, écoutez, le diable est dans les détails.
Du moment où vous voulez trop détailler les choses, le diable profite et il rentre. Voilà ce qui s'est passé. Je vous jure que si la Commission électorale nationale indépendante avait fait ses conclusions à envoyer à la Cour suprême, on ne serait pas ici. Non, Jacques. Non, attention, écoutez, attention. Non, mais je suis pas d'accord. Non. Une seconde. Si la Commission n'avait pas fait ce truc-là, mais les proches de jamais auraient pu découvrir des erreurs et ce serait pire. Mais écoutez, non, ça ne sera pas pire. Vous savez pourquoi? En ce moment, le problème sera débattu à la Cour suprême. On ne serait pas ici aujourd'hui. Du moment où Yaya Jammeh a retrouvé, s'est dit non, mais écoutez, si on dit que les voix qui nous séparent. Mais là, c'est 20 000 voix. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si on ouvre encore la boîte. Oui, mais écoutez, si on ouvre encore, lui se dit, en recomptant encore peut-être les voix, le gars s'est dit, bon, je peux le rattraper, ou soit je peux même le dépasser. Mais là où je suis d'accord avec le confrère, c'est vrai que la situation de Yaya Jammeh aujourd'hui est compliquée, mais il faut reconnaître qu'à un moment donné, la Commission électorale nationale d'indépendance aussi a commis des erreurs. Et l'autre aspect, c'est que, vous savez, quand vous avez un dictateur en face de vous qui a peur de partir, il faut lui donner des garanties. La garantie, c'est quoi? Vous avez vu, entre-temps, quand Yaya Jammeh a accepté qu'il a perdu, vous avez vu le tollé que cela a fait sur les chaînes internationales. On n'a pas refusé, mais depuis lors, la CEDEAO essaie de négocier avec nous pour trouver une sortie honorable, mais il refuse. Mais vous savez, quand vous parlez de la CEDEAO, vous parlez de certains chefs d'État, il y a certains qui sont complices de Yaya Jammeh. Il y a certains qui ne veulent pas que Yaya Jammeh parte. Et Condé était où depuis, quand la CEDEAO négociait? L'ancien président du Ghana était là-bas, le président du Nigeria, la présidente du Libéria, le président de la commission de la CEDEAO. Ils sont allés là-bas. Condé était où? En ce moment, si Condé savait qu'il voulait vraiment porter les bons offices, il pouvait s'associer à ces personnalités. Il tirait les ficelles, tout en se disant que non, il n'y a jamais tout ce que les gens viennent te dire ne part pas. Mais Yaya Jammeh a eu des soutiens même au sein de certains chefs d'État. C'est vrai que ce qui s'est passé en tant que démocrate, on ne peut pas l'accepter. Parce que c'est lui-même qui avait dit qu'il va organiser une élection transparente. Et que même si l'autre le dépassait d'une voix, il allait se plier. Il n'a qu'à partir. Et pour éviter à la Gambie le bain de sang. Et j'ose croire que aucun Gambien ne va mourir dans cette situation. Puisque ce l'armée même refuse de combattre. Le chef d'état-major l'a déjà abandonné. Mais toutefois, moi je ne voudrais pas faire un débat de personne. Le professeur Condé, que je respecte beaucoup, ici c'est un débat d'institution, c'est un problème d'institution. On parle de Yaya Jammeh comme institution, président de la République. Et on parle de la CEDEAO également. Bon, maintenant les rapports que Yaya Jammeh a avec les différents chefs d'État, je ne voudrais pas trop m'intéresser à ça, mais je pense que le professeur Condé, c'est une bonne chose qu'il se propose d'aller négocier. C'est vrai, il lui fallu qu'il fasse partie de la première délégation qui est allé voir Yaya Jammeh au temps fort de la crise. Bon, si son calendrier ne lui permet pas, je pense que c'est pas une mauvaise chose, mais du moment où il décide d'aller faire l'ultime négociation avec Yaya Jammeh, Yaya Jammeh qui n'a plus le choix absolument, parce qu'aujourd'hui son chef d'état-major, qui est son ami également, l'a abandonné. Et la rue est en train de jubiler par rapport à la prestation de serment d'Adama Barrow. Donc c'est dire que Yaya Jammeh aujourd'hui est isolé, complètement isolé. C'est vrai qu'il serait parti plus tôt, qu'il n'aurait pas les problèmes du monde. Mais je pense que Yaya Jammeh, dans les jours qui viennent, il sera obligé de répondre devant les institutions, en tout cas, qui sont habilitées. Devant la justice. Mais au Togo, remarquez au Togo, il y a eu des cafouillages dans la proclamation des résultats lors des présidentielles passées. Mais le président de l'Assemblée, le président de la CENI n'est plus revenu sur les résultats après. Il n'est plus revenu publiquement pour restaurer les choses. Après, c'est vrai que la Cour constitutionnelle a donné les résultats définitifs. Mais c'est pour dire que même si la CENI revient pour quand même dévoiler, parce que l'action publique l'exige, qu'il y a eu des erreurs, cela ne fonde pas Yaya Jammeh à s'accrocher absolument au pouvoir. C'est un exercice qui est voué à l'échec d'avance. Et donc, à cet effet, il faut que Yaya Jammeh comprenne qu'il a été proprement battu dans les urnes et que la Gambie ne s'arrête pas à sa personne. Non, je suis d'accord avec vous, cher confrère. Ce que je dis, vous savez, quand vous voyez la personnalité même de Yaya Jammeh, hein, la personnalité de c'est un mégalomane. Justement, vous voyez, donc c'est en ça que moi je ne refuse pas. C'est-à-dire que si vous avez une commission électorale nationale indépendante, c'est vrai que c'est une commission électorale nationale indépendante, mais la personne que vous avez en face de vous ne réfléchit pas comme vous. Parce que le monsieur là, vous avez dit qu'il n'est pas un président normal, excusez-moi. Non, je n'ai pas dit qu'il n'est pas un président normal.
Mais vous savez comment Yahya Jammeh est venu au pouvoir. Ce n'est pas un coup d'État qu'il a fait. Yahya Jammeh, avec son contingent, ils sont revenus de Libéria et ils allaient réclamer leur dû. Et quand le président a vu la Jeep rentrer, le président a fui. C'est comme ça que Yahya Jammeh s'est installé. Yahya Jammeh n'a pas tiré un coup de fusil au palais avant de prendre le pouvoir. Non, c'est pour vous dire que c'est une personnalité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se dit que tout est facile dans la vie. C'est-à-dire du moment où le président... c'est compliqué. Hein. Ah oui, du moment où le président de la Commission électorale indépendante dit que non, l'écart de voix, c'est un peu le même écart. Moi, le gars s'est dit d'accord, si c'est comme ça, donc, mais je vais profiter encore rentrer et vouloir changer la donne. Au fait, c'est ça. On parle aux États-Unis. Donc, cet après-midi, le nouveau président élu, donc Donald Trump, sera investi. Mais pour une fois, aux États-Unis, on assiste à des constatations. Depuis l'élection jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à manifester, les gens ne sont pas d'accord, ils s'opposent à Donald Trump. Mais tout est calé. Pourquoi cette opposition encore? Oh, c'est le système électoral américain qui est tel. Je comprends l'amertume de certains Américains qui sont réveillés un matin avec un Donald Trump brise-glace, un Donald Trump comme un éléphant dans une boutique de porcelaine. Et Donald Trump, je crois que c'est la rupture avec l'établissement qu'on connaissait, c'est la rupture avec la machine diplomatique. Tout fermé, la machine à laquelle les gens n'ont pas accès. Donald Trump est un homme du peuple qui a un discours au niveau du peuple, à la hauteur de l'Américain lambda. C'est quelqu'un qui pense que très longtemps l'Amérique s'est intéressée au monde et pas suffisamment à ses problèmes intérieurs. Donc Donald Trump se propose comme celui-là qui vient briser en tout cas l'ordre établi. Et les gens, je comprends l'opinion américaine qui a quand même peur, qui a des craintes par rapport à l'inconnu, à l'aventurier Donald Trump, qui n'a pas un parcours politique, qui n'a pas un background en matière de gouvernance, en matière de diplomatie, un homme d'affaires richissime qui arrive au pouvoir. Et je crois que Donald Trump qui dit restaurer l'Amérique, cette Amérique avant-gardiste. Il veut redonner l'Amérique sa grandeur. Et donc les gens ont peur de l'aventure, de l'inconnu, c'est ça. Mais nous avons la chance d'avoir un Congrès américain qui n'est pas n'importe quoi, qui est une grosse machine. Qui saura le canaliser. Qui recadrer tout ceci. Et je crois que Donald Trump également, ses rapports avec la Russie, aujourd'hui... Ça inquiète. Ça inquiète beaucoup. Et c'est quelqu'un dont, lorsque la communication a un problème, lorsqu'il communique, à l'instant, son service de communication est obligé de le recadrer. C'est un monsieur qui aime beaucoup les réseaux sociaux, il aime tweeter, voilà, il tweet, il s'attaque quand on le critique lui-même. Il répond en même temps. C'est quelqu'un qui vit comme tout le monde, qui est ça. Et pour un homme politique, c'est dangereux. Et je pense que l'Amérique, aujourd'hui, l'Amérique est dans un cauchemar. Et je pense que le rêve va venir, ils vont sortir de ce cauchemar pour vivre en réalité on espère. Jacques, Donald Trump donc, a décidé donc, de redonner à l'Amérique sa grandeur. Et il a dit qu'il va créer le nombre d'emplois qu'aucun pays n'a eu à créer de par le passé. Non, vous savez, c'est des déclarations politiques. Il va rentrer dans la réalité de la réelle politique. C'est-à-dire que avant c'était des déclarations pour les élections. Aujourd'hui, il va vivre même ce que c'est que le pouvoir. Vous savez, la réelle politique. Donc, ce que vous dites que il va changer. Mais ce qu'il est en train de faire actuellement aux États-Unis, il est en train de bouleverser aujourd'hui les donnes. Vous prenez les journaux, les médias aujourd'hui aux États-Unis, les médias s'inquiètent. Parce que Donald Trump, quand il veut communiquer, il est là. Il est là en tout temps pour tuter. Il n'a plus besoin d'appeler une chaîne de télévision, une chaîne de radio ou bien un journal pour faire une conférence de presse. Le gars, vous avez vu lors de sa conférence de presse, c'est lui-même qui distribue la parole. Et bon, si l'autre lève le doigt là-bas, il veut parler, il ne dit pas question, toi tu ne parles pas. Bon, donc c'est pour vous dire que c'est un monsieur qui est venu pour bouleverser les choses. Mais j'ose croire que avec cette déclaration fracassante qu'il est en train de faire, je ne pense pas qu'il va mettre tout ça là dans la pratique, parce que vous savez, quoi qu'on dise, Obama qui est en train de partir, il va laisser certains collaborateurs. Et quand vous prenez par exemple la gestion même des affaires de l'Afrique,
c'est les anciens de Obama qui vont gérer certains dossiers. Donc c'est pour vous dire que c'est des déclarations politiques, mais la réelle politique même, Trump va les dire, mais je crois qu'avec ces manifestations, c'est de bonne guerre. Vous savez, toute mutation, tout changement dans un pays doit conduire forcément et nécessairement à ces manifestations. Donc c'est pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, c'est en Afrique qu'on assiste à ce genre de choses. Quand on élit un président, on n'est pas d'accord, on marche. Mais on a vu qu'aujourd'hui, aux États-Unis également... Les gens marchent depuis 2 mois. Et l'autre aspect, la peur de nos frères qui sont là-bas. Parce que vous savez, au cours de sa campagne, il avait dit qu'il va prendre le pouvoir, il va rapatrier certains, il va renvoyer les gens. Mais je crois que tout ça là, c'est des paroles. Dans la pratique, ça sera difficile pour lui. Il a parlé de construire également un mur au niveau du Mesquite. Il ne le fera pas. Tout ça là, bon, en tout cas, il aime répondre donc à toute polémique quand les gens l'accusaient que la Russie a agi sur sa victoire. Mais le monsieur, tu t'es dit, mais écoutez, pour une fois de bon, apporter les preuves, apporter les preuves. Et bon, il aime bien ça. On va le suivre de très près. La pause publicitaire derrière notre invité, monsieur Eric Padé. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour sur ce plateau avec notre invité. Nous avons ce matin Eric Padé, il est cadre du parti au pouvoir Union pour la République. Bonjour. Bonjour, cher ami. Bonne heureuse année à vous et à votre parti également. On ne s'est pas vu cette année. Ah oui, c'est vrai qu'il est de coutume de se le dire. Et donc, aux téléspectateurs, je souhaite une année pleine de succès et que la santé soit présente dans leur vie et que nous espérions encore mieux pour l'année 2017 et surtout pour l'avenir. Quel cadeau votre parti pourra faire par exemple au peuple togolais au cours de cette année 2017? Ah, quelle question piège. Mais un cadeau, les cadeaux se font tous les jours. Hein. Et il y a de grandes surprises qui attendent le peuple togolais, dans la mesure où, comme je le disais en 2005 déjà, que le chef de l'État, il avait dans sa gibecière beaucoup de choses pour ce pays. Les gens n'y ont pas cru, mais aujourd'hui, en toute honnêteté, mis de côté un certain nombre de paramètres sur lesquels on ne s'entend pas très bien, et je parie que les gens ont vu de leurs propres yeux que c'est un monsieur qui avait une vision pour ce pays et qui pouvait apporter un changement que nous vivons en ce moment. Donc pour l'année 2017, sûrement qu'il y aura encore des surprises, et une surprise, c'est une surprise, il n'y a pas lieu de le déclarer ici. Alors, est-ce que pour cette année 2017, le chef de l'État va vouloir écouter l'appel ou bien la demande des 85% de Togolais qui demandent qu'on fasse des réformes politiques, qu'on limite le mandat à 2, qu'on passe au 2 tours pour le scrutin? Oui, mais pourquoi pas? Mais vous savez, en toute honnêteté, laissez-moi vous le dire, hein, et pour notre pays, le chef de l'État a enclenché des réformes tout azimut. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, lorsque ces dernières années, on sort certains rapports des organisations internationales non gouvernementales et autres, Transparency International par ici, etc., vous allez constater que nous faisons des pas en avant. Nous améliorons notre situation. Cela veut dire que, quelque part, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, a décidé de faire un certain nombre de réformes. Les réformes sont réparties sur 3 grands volets. La bonne gouvernance, la liberté économique, et puis investir dans le capital humain. Et cela se fait en ce moment sous une supervision
directe de sa personne. Mais pourquoi pas les autres réformes? Si nous faisons des réformes, mais toutes ces réformes-là font partie d'ailleurs, mais seulement, suivez un peu le regard du chef de l'État. En Allemagne, il avait fait une déclaration. Et je dis qu'il est honnête envers ce peuple, dans la mesure où, à partir de Deutsche Welle, il a dit qu'il serait bon de confier aux universitaires ce sujet pour qu'ils sortent des analyses là-dessus, de manière à ce que lui, en tant que chef de l'État, n'aille pas tout de suite vers les réformes pour que demain, l'on revienne pour dire que c'était de l'arbitraire, mais par contre, que cela vienne de la lumière que nous disposons, c'est-à-dire des universités qui vont réfléchir, puis nous sortir quelque chose de bon sur lequel nous tous allons nous entendre, et puis on va y aller. Parce que qui souhaiterait qu'il y ait des problèmes dans notre pays? Surtout quand on jette un regard dans notre rétroviseur, on sait qu'il y a eu trop de problèmes et que nous n'en voulons plus. Tout ce que nous cherchons maintenant, c'est d'avancer main dans la main, en toute confiance les uns envers les autres. C'est de cela qu'il s'agit, mon frère. Moi, à mon niveau, je pense que l'opinion est toute gênée de voir qu'on confie ce qui doit être du ressort du compromis social ou politique à des technocrates qui ne sont que des techniciens, qui ne sont que des gens qui sont capables de résoudre un problème. Est-ce que vous pensez que les intellectuels, les universités à qui l'on confie la destinée d'un peuple sont capables de faire un effort d'atteinte de compromis politique et social? Non, d'abord, on ne dit pas que, après la réflexion des universitaires, ce serait un gâteau tout fait avec cerises et tout, et qu'on distribue aux Togolais. Ça, c'est un. De l'autre côté, il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas une seule petite couche de la population togolaise qu'il faut exclure. Regardez le processus. J'étais regard là-dessus. Il y a eu un certain nombre de rencontres déjà, de réunions par-ci, par-là, que les gens décriaient. Chacun étant dans son rôle, puisque la liberté de manifester pour les groupes professionnels ou politiques est claire dans notre pays, la liberté de communiquer, l'information et tout le reste, ce sont des acquis. Alors, dans ce cas, nous ne sommes pas surpris de voir que ici et là, il y a des réactions. Parfois, il y a des réactions, mais ces réactions-là, l'autorité peut l'écouter, peut faire attention à cela, et ça lui permettra de manœuvrer pour réorienter ses actions. Parfois aussi, on peut l'entendre, mais en faisant les comparaisons, on se dit, non, avançons sur cette piste parce qu'elle est la meilleure. Mais dans tous les cas, quand vous suivez le processus, vous savez qu'on n'exclut personne. Personne, même vous qui êtes ici, si demain matin vous vous réunissez, vous faites une proposition, dans ce cas, je parie qu'elle sera prise en compte. Mais attendez, monsieur Padé, les réformes politiques, c'est prévu par l'accord politique global. Et c'est l'APG qui l'a prévu, c'est l'APG, de l'APG qui est née la CVG de Ashkrun. Le gouvernement, en juillet dernier, a organisé un atelier avec les acteurs politiques et de la société civile, et ils ont arrêté un certain nombre de recommandations. Maintenant, pourquoi créer encore une commission pour réfléchir sur les réformes à faire? Puisqu'il y a déjà un consensus, les recommandations ont été arrêtées. Tout à l'heure, dans vos questions, j'ai compris tout de suite que c'est l'une des préoccupations essentielles. Puisque vous avez évoqué un pourcentage des populations togolaises. 85% selon le sondage dans le baromètre. Voilà, que ce soit 85% des populations. Cela suppose... Y compris souvenir. Je ne refuse pas. Cela veut dire donc que, quand on y regarde, c'est un sujet totalement important. Fondamental pour le peuple togolais. Oui, on peut lui donner tous les qualificatifs possibles. Voilà justement pourquoi il faut prendre la mesure des choses pour ne pas y aller, vaille que vaille, pour ne pas faire d'erreur justement. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, il faut mettre suffisamment de gants, il faut prendre toutes les dispositions qui s'imposent, faire en sorte que lorsque l'oiseau va sortir de l'œuf, il sera en pleine forme. C'est de cela qu'il s'agit. Oui, monsieur Eric, ce que le Togolais lambda constate, il est vrai qu'il est souvent dit que lorsque vous voulez cacher un trésor à un Africain, vous le mettez dans un livre, parce qu'il ne lit jamais. Ce que nous constatons en tant que citoyens et Togolais aujourd'hui, pour sortir de ces chantiers battus, parlant de ces réformes, aujourd'hui c'est une commission composée d'intellectuels. C'est-à-dire que les Togolais se disent, avec cette commission, est-ce qu'on ne leur cache pas encore quelque chose devant la formation de cette commission, du moment où les acteurs qui ont participé, par exemple, à l'atelier
du Hasikroun et qui a recommandé la création de cette commission. Aucun acteur ne fait partie de cette commission. Et pire encore, ce que les gens constatent, c'est que la majeure partie des membres qui composent aujourd'hui cette commission, les gens se disent que la plupart de ces membres-là sont issus du parti au pouvoir. Est-ce que réellement quelque chose sera de potable, un peu net de cette commission et qui ne subira pas encore le sort des autres conclusions auxquelles nous avons assisté dans notre pays? Franchement, je peux vous dire que des résultats qui vont sortir de cette réflexion, nous tous nous y apporterons notre regard et nous allons apprécier. Mais quand vous regardez un peu, faites attention un peu à la jeunesse togolaise aujourd'hui, dont moi personnellement je suis très fier par rapport aux étudiants de Lomé comme de Kara ou des universités privées, il y a de la lumière qui se prépare abondamment dans ces milieux-là. Et ce sont ces messieurs justement qui sont en train de transmettre ces lumières. Et partout dans le monde, nous reconnaissons que sans l'éducation, nous n'avons rien. Et nous nous battons tous les jours pour que l'éducation soit prête, soit à portée de chacun des petits Togolais où qu'ils se trouvent. Mais si en même temps nous pensons que les intellectuels ne doivent pas apporter leur contribution ou déposer leur savoir, faire preuve de réflexion pour sortir quelque chose dans l'amour qu'ils ont à leur patrie, et il y a un problème qui se pose. Mais ici, d'un problème politique. Non, ici, un problème politique, il faut une solution politique. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Puisque quand vous suivez le processus, comme je le disais tantôt, il y a eu des réunions politiques. Vous partez déjà de l'APG. L'APG, c'était une rencontre politique. Oui. C'est un cadre politique. Oui, le APG prévoit comment faire les réformes. Qui a posé les sujets déjà. Maintenant, je vous dis que ce n'est pas comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas comme un problème de famille où le chef de famille s'assoit et puis il décide. Ce n'est pas comme dans un foyer ou dans un ménage où le père ou la mère organise et puis on y va. Je vous dis qu'en matière politique, même si vous faites du bien au peuple, si vous ne savez pas faire passer le message, vous allez rencontrer des difficultés. Alors quel est le message C'est pour cela que toutes les dispositions sont en train d'être prises. Ainsi, à la fin, les 85%, sinon 90, voire 95, vont pouvoir se donner la main et être d'accord. C'est à cela que je pense personnellement, parce que on ne peut pas dire que dans mon parti politique, on n'aime pas ce pays. Au contraire, je ne dis pas que les autres n'aiment pas le Togo non plus. Mais dans tous les cas, sachez une chose, c'est qu'il s'agit de sujets très très importants. Ce n'est pas la bonne gouvernance ordinaire, la lutte contre la corruption, le cadre juridique, les droits humains et l'éducation, la santé. Toutes ces réformes-là sont sur le chantier. On est en train de le faire tout azimut. Mais mis de côté, parce que essentiel, parce que préoccupant, ben, on va pouvoir le faire de manière à ce que, à l'arrivée, nous soyons tous d'accord. Mais les agitations ne me surprennent pas et je ne suis pas contre. Au contraire, j'y adhère parfaitement parce que c'est de cela que jaillit, c'est de ces analyses, de ces discussions, de ces échanges que jaillissent les résultats qui vont servir à l'intérêt général. Oui, tout à l'heure, M. Eric Padé a évoqué l'accord politique global qui, à mon sens, est un contrat social. Et quand on sait que toutes les nations du monde civilisées sont passées par ce contrat social, ce compromis social éminemment politique qui prennent en compte les différentes opinions, mais lorsque l'accord politique global lui-même prévoit un cadre permanent de dialogue et de concertation, un cadre qui devra accompagner la mise en place, en tout cas la dynamique des réformes. Maintenant, lorsque le pouvoir fait fi de ce cadre prévu par l'APG pour créer une autre commission,
est-ce qu'il n'y a pas de crainte à avoir? Parce que je trouve qu'on est en train de mettre dans les tiroirs les recommandations de l'accord politique global. Mais quelle est cette façon de bien faire, de trop bien faire d'ailleurs, je parle français, excusez pour le pléonasme, mais au Bénin, il lui fallut un petit temps record pour qu'on ait des résultats sur la réforme à accomplir. Quelle est cette réforme qu'on devrait faire au Togo et qui prend des années et des années, des commissions sur commissions pour se faire? Non. D'abord, ce que vous dites est réel, mais nous sommes les mêmes peuples presque en Afrique de l'Ouest. Et quand vous regardez la tradition et la chefferie spécialement, vous voyez que nous sommes les mêmes. Toutefois, il faut faire attention par rapport à notre histoire récente liée surtout à la colonisation. Donc, on ne peut pas prendre la copie de ce qui se passe au Bénin et la placarder comme ça au Togo. Mais au-delà de ceci, je vais te dire que j'ai travaillé moi-même dans ce cas où j'ai représenté mon parti à un moment donné. Mais si cela n'a pas abouti, cela ne veut pas dire qu'on jette les éponges et que chacun prend sa direction. Mais pour ceux qui, pour des citoyens sincères que nous sommes appelés, chaque fois qu'il y a blocage, de faire un pas en arrière pour nous réorganiser. Et c'est de cela qu'il s'agit. Vous savez tout ce qui s'est passé dans ce cadre-là, quand on allait discuter et tout le reste, on a discuté. Combien de fois on ne discute pas? Mais je vous dis que, vu le caractère essentiel de ce sujet, il n'est pas lieu de s'aventurer sur n'importe quelle décision. Non, j'ai entendu certains le dire. Le chef de l'État. Mais bon, le chef de l'État Le chef de l'État a de changer les règles de jeu en plein match, c'est ce que dit l'opposition. Et en plus, est-ce que ce sont les technocrates, de quel match qui vont mais puisque le PG dit que les réformes soient consensuelles. Mais non, je voudrais parler d'une chose. Je vais être très simple. Mais les réformes, notamment, ça concerne la limitation du mandat et le mot de scrutin. À deux tours, c'est tout. C'est tout ce que il y a d'autres aspects. Est-ce que sur ces deux points au moins, est-ce qu'on a besoin de convoquer des universitaires pour réfléchir sur ce point? Je suis entièrement du même avis que vous. Mais je reviens à mon questionnement qui dit que ce sont des sujets essentiels, oui ou non. Est-ce que nous voulons les faire en prenant la mesure de la chose, de manière à ce que, à l'arrivée, nous soyons tous d'accord? Si c'est oui, eh bien, allons-y. Et suivons le regard du chef de l'État. Mais ce qui est essentiel aussi, c'est que la nature de l'homme lui-même lui interdit certaines choses. Décider de manière arbitraire. Dire, voilà ce qu'on va faire. Non, je ne pense pas qu'il puisse le faire. Voilà pourquoi il donne l'opportunité. Vous citez les choses, vous dites que c'est de trop pour vous. Mais pour moi, personnellement, je ne pense pas que dans ce processus, il y ait eu un volet qui soit de trop. Mais tous les volets, à l'arrivée, seront utiles sûrement. Ce qui va permettre aux uns et aux autres de pouvoir dire, non mais en fait, ceci a permis de toucher cela. Ceci a permis de dégager ici. Et aujourd'hui, nous sommes entièrement libres et nous pouvons aller dans ce sens. Et plus personne ne bronchera, plus personne ne... Non, c'est trop facile que de dire, bon, écoutez, c'est la limitation des mandats à deux tours, comment appelle-t-on l'élection, le vote de scrutin uninominal à deux tours, et la limitation de mandat à deux, et tout le reste. Et je dis que ces deux volets sont essentiels, d'accord. Mais ce n'est pas. Est-ce que c'est si difficile à faire? Ce n'est pas tout. C'est si difficile à faire? Non, pas du tout. Pas du tout. Tel qu'on se connaît dans ce pays, il va falloir plutôt que nous prenions la mesure des choses. Mais moi, je dis que à partir du moment où le gouvernement en place, sous l'impulsion du chef de l'État, ne fait pas fi de la chose et qu'il accorde un intérêt très important à la chose, de manière à ce que à chaque fois il prend les dispositions nécessaires pour créer, ouvrir une porte, ouvrir une fenêtre, déboucher sur la cour, revenir. Toutes ces gymnastiques que vous décriez aujourd'hui, je parie que demain nous serons tous d'accord que si on n'avait pas fait ci, si on n'avait pas fait ça, on n'aurait pas tel résultat. Ça, c'est mon point de vue personnel. Oui, monsieur Eric, le problème ici, ce que vous êtes en train d'expliquer, nous sommes d'accord. Mais vous avez évoqué l'aspect politique de la chose.
Et vous savez, quand on parle de la politique, c'est les acteurs politiques qui font la politique. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est sorti d'une rencontre, le Ashkroun a préconisé qu'on puisse aller à une élection à 2 tours et qu'on puisse limiter, par exemple, le mandat. Et au cours de ces rencontres, c'est les acteurs politiques qui se sont retrouvés et la société civile. Et ils ont pris ces résolutions. Et c'est vrai qu'entre-temps, le chef de l'État avait dit qu'il va remettre la rédaction de cette constitution à une classe intellectuelle. Mais aujourd'hui, les intellectuels peuvent sortir par exemple cette monture. Est-ce que vous ne pensez pas, la monture qui va sortir, est-ce que cette monture ne nous prendra pas encore un temps fou hein, pour encore, on va encore discuter sur des points, sur des virgules, au lieu d'associer en même temps les hommes qui vont critiquer cette monture demain, de faire un travail, sortir ce travail-là et que cela ne fasse pas encore l'objet des débats. Et s'il doit aller par exemple à un référendum, qu'on aille au référendum, si on doit passer par exemple à l'Assemblée nationale, qu'on aille à l'Assemblée nationale. Mon cher frère, faisons confiance au chef de l'État. Ce que je sais, c'est que... Non, on n'a pas dit qu'on n'a pas confiance au président, personne n'a dit ça. Ce que je sais, c'est que le cadre dans lequel les gens vont réfléchir aujourd'hui n'est pas de trop. Et qu'il va permettre sûrement à ce que ceux qui détiennent la lumière dans notre pays, je ne dis pas que c'est limité à ceux-là, il y a d'autres, même dans la diaspora, mais parmi eux, ils vont réfléchir pour apporter un plus à ce que nous avons déjà. Et moi, personnellement, je dirais même que pourquoi ne pas solliciter la contribution de la jeunesse, puisque c'est tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour eux. Nous sommes déjà passés. Et ou alors, quand tu montes, tu descends. Si tu ne descends pas, la nature va te pousser à descendre. Nécessairement, c'est les jeunes qui vont monter. Et ceux-là même, je dirais que, en dehors des intérêts des universitaires, pourquoi ne pas demander à un cadre de la jeunesse togolaise elle-même de se prononcer aussi là-dessus? C'est comme ça. Et à la fin, on aura épluché tous les détails. Toutes les pages seront vides et remplies. Et nous n'aurons plus qu'à fermer le cahier et à le présenter au peuple. C'est comme ça. Monsieur Padé, est-ce que vous comprenez que le gouvernement initie un atelier à travers le Ashkroun et que les gens viennent se réunir et ils trouvent des points de consensus à la limite. Et tout est contenu dans un rapport soumis au gouvernement. Voilà les recommandations de l'atelier. Et que quelques mois plus tard, le gouvernement décide de créer une commission avec des universités pour réfléchir sur les réformes à opérer. Non, ce n'est pas... Mais puisque la classe politique s'est réunie, a déjà trouvé le consensus, pourquoi encore réfléchir? C'est que la classe politique ne suffit pas. La politique, quand vous dites que c'est politique, il faut les politiques et tout ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais quand les politiques finissent leur travail, nous avons vu dans notre pays ici, les politiques ont pris le devant d'un certain nombre de choses, après ils se sont enlisés. Et ils se sont embourbés pratiquement. Ils ont créé des pannes pour des raisons qu'on ne connaît pas. C'est pour cela que je dis que de mon avis personnel, et malgré le consensus, malgré le fait que nous sommes entièrement d'accord, et que si le chef de l'État lui-même n'était pas d'accord, il allait peut-être regarder ailleurs. S'il regardait ailleurs et il ne s'en occupait pas, qu'est-ce qu'on allait dire alors? Bon, il s'en occupe. Et nous gesticulons encore. Mais suivons le travail qui se fait, et soutenons les uns et les autres, et faisons en sorte que demain nous puissions avoir un résultat qui, je ne dis pas qu'il sera parfait, puisque l'homme n'étant pas parfait, c'est seul le maître de l'univers qui fait tout dans l'ordre qui est parfait. Donc dans ce cas précis, nous allons nous approcher du parfait au moins. Parce que il y a de la compétence dans ce pays. Utilisons toutes les compétences possibles pour qu'il n'y ait pas de regret à l'arrivée. C'est comme ça que moi je prends le problème. Et je dis que tout ça, toutes ces agitations, pour moi ce n'est pas mauvais. Non, monsieur Eric, personne ne parle d'agitation, mais le problème est simple ici. C'est-à-dire que quand vous prenez par exemple cette commission, mais c'est des intellectuels. Voilà. Vous prenez des professeurs d'université qu'on a nommés. Tout à fait. Il y a des personnalités qu'on respecte.
Hein, vous prenez l'ancien Premier ministre, on sait ce qu'il a fait. Oui. Vous voyez, personne ne doute de la compétence de cette commission. Mais le problème qui se pose ici, vous avez vu, l'atelier du H-Crown a sorti le rapport. Ça a pris un temps fou avant qu'on ne mette en place cette commission. La crainte ici, après cette commission va sortir encore la première mouture, ça va prendre encore un temps fou. On va faire des discussions. Pourquoi ne pas faire l'économie? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Les gens pensent qu'on n'a pas donné. Avant les de 2018. Les gens pensent qu'on n'a pas donné de délai à cette commission et qu'il y a problème. C'est bon. Dans ce pays, il y a des intellectuels. Dans ce pays, nul n'est bête. Et que les réflexions vont vite. Ça me fait à moi, personnellement, je suis heureux de le savoir. Alors, M. Padé, je continue avec la question des réformes. Alors, je vais vous poser une question. Bientôt la présidentielle 2020. Est-ce que vous n'avez pas une ambition? Vous voulez pas être chef d'État du Togo? Ah non, le tout dépendra du parti. Quand on adhère à un parti, on se met dans les rangs. Parce que le parti, ce n'est pas... c'est un contrat d'adhésion en fait, quand on va dans un parti politique. Le parti politique a ses règles, a ses lois et ça, et vous y allez. Et vous adhérez à cela. Vous ne venez pas pour jouer, au lieu d'être wagon, vous voulez devenir locomotive, et tout ça, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais il y a des règles au sein de ce parti auquel j'appartiens, et sûrement que si les conditions sont réunies autour de quelqu'un, c'est lui qu'on choisit pour être candidat. Mais avant qu'on vous choisisse, il faut que le mandat soit limité. Si le mandat est limité aujourd'hui, vous pouvez avoir la chance d'être désigné un jour candidat d'unir. Mais si ce n'est pas le cas, vous ne serez jamais désigné. Personne n'est contre la limitation des mandats. Personne dans notre parti n'est contre la limitation des mandats. Pourquoi vous ne le faites pas? Nous en avons parlé ici en long et en large, et je vous dis que c'est un sujet essentiel dont le caractère est très pointueux et qu'en conséquence, avant d'y aller, il faut être certain qu'en arrivant, il n'y aurait pas d'autres rebondissements. C'est tout. Donc rassurez-vous, nous sommes tous dans la même logique. Donnons-nous la main, faisons confiance à celui qui est en tête, il nous amènera à bon port. Voilà comment j'analyse la chose. L'opposition n'est pas contente de vous. L'opposition dit le chef d'État veut unir le gouvernement qui est satisfait de l'accord politique global et décide de changer la règle de jeu en nommant cette commission, les membres de cette commission. L'opposition, visiblement, n'est pas contente. D'ailleurs, elle demande au chef de l'État de rapporter cette décision. C'est une interprétation erronée de la chose. Je ne vois pas à partir de quand le jeu a commencé et pour qu'on dise aujourd'hui qu'il y a eu modification des règles sur le terrain. Non, non, non. De toutes les façons, ils sont dans leur rôle. On se connaît tous dans ce pays et nous savons de quoi chacun est capable et nous savons tous que nous portons un amour sincère pour cette patrie, c'est l'essentiel. Mais ce que je demande tout simplement, c'est que nous nous faisions un tout petit peu confiance. Si nous pouvons commencer par nous faire confiance. Tout à l'heure, quand je suis arrivé ici pour s'asseoir, je n'ai pas vérifié si cette chaise-là pouvait me soutenir. Parce que je faisais confiance à ceux qui l'ont mis ici. Et je suis assis directement, sans hésiter. C'est comme cela, c'est l'image que je vais donner pour chacun d'entre nous. Du plus petit au plus grand, du plus riche au plus pauvre, pour que nous comprenions définitivement que c'est à partir de notre appartenance à cette petite terre togolaise que Dieu nous jugera, que Dieu nous appréciera. Parce que c'est lui qui nous a envoyés ici, nous n'avons pas choisi de venir. C'est une manière unilatérale qu'il a décidé, allons, va au Togo. Si on me demandait où est-ce que tu es, si Dieu me demandait, moi je n'allais pas choisir le Togo. Mais malheureusement, il ne m'a pas demandé. Et je parie que à l'arrivée, quand il va ouvrir la porte qui est devant nous là, il va sûrement vérifier ce que nous avons fait pour ce pays. Si nous avons joué le rôle de serpent, si nous avons tiré les ficelles, tiré les gens vers le bas, et si nous avons créé des problèmes, si nous avons brûlé le pays, si nous avons détruit les choses, si nous n'avons rien fait pour consolider la sincérité et la fraternité dans ce pays, si nous n'avons pas travaillé dur pour l'intérêt général, eh bien, le jugement nous attend de l'autre côté. Alors, on va conclure l'émission avec les éperdés qui jouent ce soir avec le Maroc. Vous aimez le football? Dans tous les cas, qui n'a pas joué au football? Nous avons laissé beaucoup de coupes au lycée de Vaughan là-bas. Bon, donc, dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que, rassurez-vous, nous allons battre le Maroc 2-0.
Alors, ça, c'est le Parce pronostic. Parce que nous retrouvons trop souvent ensemble. C'est notre seul point commun où on retrouve tous nos racines, C'est ça. les éperviers. C'est ça. Et je parie qu'avec les éperviers, nous aurons la joie sur les lèvres ce soir. 2-0. Jacques, un mot sur vous, les éperviers? Moi, je crois que vraiment la chance accompagne nos éperviers. Comme il a si bien dit, vous savez, le sport est fédérateur. C'est-à-dire que quand les éperviers gagnent, vous n'allez pas voir quelqu'un du parti au pouvoir, de l'ANC, du CAR, on s'embrasse. Et puis, bon, je crois que vraiment, c'est le Togo qui gagne. Et il faut vraiment féliciter quand même le gouvernement qui a mis cette fois-ci les moyens à la disposition de ces éperviers. On n'a pas du tout senti au Gabon cette fois-ci le problème des primes et autres. Vraiment tout est réglé. Le reste maintenant c'est que nos compatriotes, nos ambassadeurs puissent jouer pour le bonheur effectivement du Togo. Elie? Oh, j'apprécie beaucoup l'enthousiasme de l'homme politique Eric Padé. Et je crois que les éperviers doivent faire preuve de beaucoup de constance, ils doivent faire preuve de beaucoup de maturité devant des Marocains qui ont un jeu technique, qui sont très mobiles. Et je leur souhaite que la réussite soit avec notre équipe. Merci, chers amis téléspectateurs, merci amis auditeurs de City FM. Docteur de ce vendredi 20 janvier 2016 s'achève ainsi. Nous remercions notre invité, M. Eric Padé. Et merci également à Jacques Lagouti, merci à Elie Messan. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien, bonne chance à nos éperviers. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro. Bon week-end à vous tous.